Évidemment, je commencerai par laisser en clair que le titre de ma lecture est une provocation. Je ne veux pas proposer une nouvelle approche, mais plutôt une vision, une forme de tenter d'intégrer les approches existantes. Donc, c'est dans ce sens de provocation que je commencerai. Bon, je voudrais tout d'abord, non par coïncidence, faire hommage à notre collègue Moïse Domingos, qui nous a quittés cette année, malheureusement, et qui était un fort expert en ce qui concerne l'œuvre de Pierre Bourdieu, et aussi un passionné de représentation sociale. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Aussi, je voudrais remercier à tous les membres de ce qu'on appelle les groupes de Rio, qui sont des collègues pour lesquels je remercie les privilèges de les avoir comme un directeur de toutes ces constructions qu'on fait. On a fait des réunions depuis 2014, des réunions informelles, des symposiums. Et puis après la pandémie, on a arrêté de se voir en présentiel, mais on garde toujours cette interaction et l'intention, la vision de tenter de rapprocher l'œuvre de Pierre Bourdieu et la théorie de représentation sociale de Serge Moscovici. And now I apologize because I want to do my speech in English because I'm not comfortable to do this level of reflection in English. So, je parlerai en français, mais je présente quelques mots en anglais pour que tous puissent suivre. Bon, d'abord, quelques provocations. Une première provocation, je les prends ces provocations par ordre chronologique. D'abord, une provocation de justement Moïse Domingos, qui nous parlait, en faisant une comparaison entre l'œuvre de Bourdieu et celle de Moscovici. Il a dit, des fois, on a l'impression chez Moscovici de voir un social aseptique. C'est une provocation au bon sens. Une deuxième provocation a été faite par Denis Jodelet à Buenos Aires. Elle me regarde, elle dit alors, Pedro, les fameux groupes de Rio, quelles avancées. Une troisième provocation venue de la part de Claudio Prado qui dit OK, les pratiques sont inscrites dans un contexte, les représentations sont inscrites dans un contexte, mais alors, quel contexte? Comment on peut aborder ces contextes? Une quatrième provocation, c'est donné à Sadi Lalou. Personnellement, j'ai eu le plaisir de le voir juste avant, avant l'isolement social, et il dit qu'il est temps d'identifier la pensée des groupes, les pensées divergentes, les connaissances. A été le temps de Moscou, les années 50, les années 60, les 70, mais maintenant, il est temps aussi de changer des pratiques, de changer de conduite. Non seulement connaître les contenus de représentation, mais arriver à changer les conduites, changer la forme dont on traite la planète, dont on traite les gens. Et ce qu'on voit à présent, c'est justement une montée de l'intolérance, de l'extrême droite, des inégalités. On voit cette montée en force dans plusieurs pays, dans plusieurs contextes. Je ne parle pas exclusivement du Brésil. On est en pleine ébullition
il y avait d'autres mots plus populaires pour dire ça, mais je préfère ébullition pour ne pas dire autre chose. Et on voit ces montées. Et donc, on a besoin des modèles. C'est ça la provocation de Sadi Laloux. On a besoin des modèles holistiques et qui arrivent là où sont à la racine des pratiques. Alors, je parle du groupe des Rio, mais moi, je suis aussi parti, OK, d'une vision à la Bourdieu de l'espace social comme étant le résultat de la distribution partielle des ressources, des investissements, des capitaux, les capital économiques, les capital social, les capital culturel, OK. Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec les capital symboliques? C'est là où on s'est penché pour prendre une vision du contexte. Voilà. Et certains problèmes. Le premier problème, justement, je rejoins la conférence de Jesuno sur les frontières, boundaries. Ces problèmes des limites d'une représentation étaient posés les années 80 par Billy, par Flamand et d'autres. Quelle est la limite? Et c'est qu'on discute aujourd'hui, ça revient à ces dédoublements dont Sandra a parlé, de la réalité virtuelle sur la réalité sociale, et donc les fameux triangles épistémiques a changé, parce qu'elle est dédoublée par une réalité virtuelle. Et la question qui se pose, à quel agent on a affaire aujourd'hui? Des groupes, des masses, des classes sociales, et aussi les réseaux sociaux au sens large, au sens plan, social net. Non seulement tel Facebook ou des choses, mais les réseaux qui ont été créés par cette communication multimodale. Bon. Quel est l'argent qui, qui part en une sphère publique pour proposer certaines croyances, certaines descriptions, mais aussi certaines valeurs. Et dans cette image de l'ensemble, du contexte, on se pose la question, c'est la théorie de représentation sociale est encore valable. Ça veut dire quel est le rôle de la représentation sociale dans l'organisation du tissu social, du lien social. Bon. Un autre problème touche la question que le pouvoir n'a jamais été une catégorie dans la pensée de Moscovici, au sens, il n'y a pas discuté le pouvoir en tant que tel, mais toujours il était impliqué. Il y a une ambivalence très productive chez Moscovici, je pense, surtout parce que l'idée du conflit social a toujours été une idée qui organise sa pensée, du conflit social. Sauf que je pense que c'est un peu ce que Jesuino a fait état dans sa conférence des grands savants français dans un moment donné qui cherchaient à établir leur discipline. Et donc, ils étaient penchés quelque part plutôt sur les différences que sur leurs ressemblances. Et donc, on a passé à la question du capital symbolique. Et c'est là où je pense que Pierre Bourdieu a rencontré d'une manière plus forte la psychologie sociale et la psychologie de représentation sociale. L'idée que les capitales symboliques, il dit, est un effet de la distribution des autres. Je pense que la pensée de l'œuvre de Bourdieu, telle que je la connais, il a pensé de plus en plus d'une manière dynamique et a donné plus de valeur au capital symbolique. Et donc, nous avons proposé de penser les champs du capital symbolique, si on peut ainsi dire,
comme un champ des luttes symboliques. Et comment ça peuvent se passer, ces luttes symboliques? Bon, il y a trois présupposés. D'abord, que la base, ce sont des rapports d'influence. En vérité, des rapports et des actes, des communications, des manifestations à la quête d'influencer d'autres. Dans le sens que Moscovici a dit que les représentations sociales sont a way of world making. Et dans le même sens, dont Bourdieu a dit que le pouvoir de créer un groupe, c'est un formidable pouvoir symbolique. Faire valoir sa vision du monde, influencer. Et on répond ici, évidemment, la fonction suggestive du langage, selon la bâtie Frédéric Paulin, il y a très longtemps. Bon, alors, d'un côté, il y a les bases des rapports d'influence, mais de l'autre côté, il y a aussi ce qui Bourdieu a insisté, le travail de domination. On ne peut pas oublier que le travail de domination est aussi un travail d'influence permanente. Il y a surtout sur l'ordre de l'État. Et selon la distribution des ressources, un effort à entretenir des rapports de domination, entretenir des inégalités. Et c'est un travail actif, permanent. Ça veut dire qu'il y a des forces qui travaillent pour une influence qui n'est pas une influence un groupe envers l'autre, une minorité vers la majorité, mais c'est de quelqu'un qui occupe une position plus forte du pouvoir et fait le travail de convaincre les autres de sa vision du monde. Ça me fait penser à la contribution de notre collègue, le professeur Coletis tout à l'heure. Bon. Et un troisième point, parce que je suis allé chercher un peu une explication plus solide du côté de la psychologie sociale pour cette quête de pouvoir. Et ce que je propose, c'est de penser avec Axel Honneth l'idée de la quête de la reconnaissance. Donc, il dit la lutte pour la reconnaissance, qui ça rejoint nos propos de voir les champs symboliques, les champs sociaux symboliques, l'espace symbolique comme un champ des luttes symboliques et des luttes aussi pour une quête de reconnaissance. Cette quête de reconnaissance, je vais passer schématiquement ici, parce que ce n'est pas exactement mes propos. Il parle de trois formes de reconnaissance. Il reprend Hegel et il part envers les explications qu'il donne George Mead. Et je peux dire, pour être simple, en reprenant aussi bien Freud avant Mead, mais aussi Mead et Piaget, qu'on ne devient pas un sujet avec des envies, des attentes, de but, sans passer par la voie de l'autre. Je peux même dire, là, Sandra m'a fait beaucoup penser parce qu'elle a parlé de shared intentionality, de intentionnalité partagée. Et c'est ça qu'on a à faire lorsqu'on parle de représentation sociale. On ne parle pas d'une intentionnalité de l'individu, mais quelque chose qui passe aussi par les biais des cognitions qui sont partagées. Donc, ça me fait penser à, ce que je pense qu'on aurait intérêt à revenir un peu sur Freud. Parce qu'il y a là, au départ, dans la première sphère, une demande d'amour, une demande de reconnaissance. Et sans passer sans cette constitution avec l'autre, dans les sphères intimes, dans les sphères proches, de rapports proches, on ne peut pas passer à se construire comme sujet social.
Bon, en revenant d'une façon schématique sur la lutte pour la reconnaissance des RONEF, j'ai pris la liberté d'employer l'expression champ de reconnaissance. Champ de reconnaissance. Et dans ce champ, on rencontre les trois formes de reconnaissance: la reconnaissance entre proches, l'amour, bon, l'amour entre des personnes, l'amitié. En deuxième niveau, la quête pour l'estime sociale, c'est fait être aimé par les membres de son groupe. Et on voit bien cette instance, en ces moments, comment les gens arrivent à faire des choses cruelles, atroces, brutales, monstrueuses, rien que pour être bien estimé pour son groupe. Et une troisième, qui c'est les sphères légales morales. Bon. Et pour Honeth, les conflits sociaux ne peuvent tourner qu'entre les deux dernières dimensions, entre la quête de l'estime sociale et la sphère, les instances juridiques morales. C'est là où se joue la tension qui peut devenir un conflit social. Bon, fermant le préambule, je dirais qu'aujourd'hui, je pense, c'est là qu'on peut parler d'une vision praxiologique. Le terme praxiologique n'est pas par hasard. Hein. D'abord, il centre l'étude de représentation sur le pratique. Ensuite, il vient aussi en hommage à mon collègue Dominique Sobry. Il aimait, comme certains d'autres aussi, nommer l'œuvre de Bourdieu comme une praxiologie, la praxiologie du Bourdieu. C'est pour ça que le terme vient comme ça, mais j'essaie de regarder la représentation sur trois dimensions. On peut dire dimension, facette, je pense que le terme dimension recouvre mieux. Une première dimension qui est situationnelle et positionnelle. Chaque situation actualise des positions avec leurs enjeux. Ça veut dire, plus il y a situation de crise, plus les positions sont en danger, sont en jeu. Et dans les quotidiens, dans le day by day, les situations tournent quasiment automatiques. On a là déjà des modèles, je ne propose pas un modèle d'étudier ça, je dis simplement que l'étude de cette dimension est très importante. Aussi une dimension que j'appelais praxis, l'étude des pratiques. Identifier les pratiques, connaître les pratiques fréquentes, les pratiques déclarées, des fois des pratiques observées, et surtout la valeur attribuée aux pratiques. Pourquoi les gens font ces pratiques. Et une troisième dimension, et c'est exactement celle-là dont je vais m'approfondir, c'est la dimension dite affective. Bon, j'ai eu un débat interne merveilleux, je peux dire, avec Michel Loquette, parce qu'on a travaillé sur cette dimension il y a il y a presque 20 ans, plus de 20 ans. On a fait quelques recherches et il disait toujours dimension attributive. D'un point de vue formel, il a raison parce qu'on attribue des valeurs, on donne de l'importance, on construit nos intérêts par attribution. Mais je préfère le terme affectif d'abord parce qu'il remet à une facette qui est l'énergie, la mobilisation. Et aussi parce qu'il rejoint la façon dont Piaget concevait l'affectivité. Il disait l'affectivité, c'est ce qu'elle est des sentiments. Bon. Et particulièrement, parmi les sentiments, les émotions,
mais aussi des états supérieurs. Et on trouve cette même position chez Vygotsky, des états supérieurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cognition sans affect, il n'y a pas d'affect sans cognition. Et, et donc, cette idée, qu'est-ce qu'on cherche, je vais regarder lorsque je parle de dimension affective, les valeurs, les objectifs, les buts, les attentes, le jugement moral. C'est ça que je pense qu'on peut placer sur cette dimension affective. On est dans la même direction, je dirais. Lorsque David Libreton, il définit, il dit que les groupes ont une culture émotionnelle. Non seulement une mémoire, mais une culture émotionnelle. Et cette culture émotionnelle va marquer tous les rapports. Tous les rapports. La façon d'exprimer et de comprendre les émotions et transformer cette énergie des émotions dans des états supérieurs. La volonté, les jugements moraux, les attentes, enfin. Et aussi, de la même façon, lorsque Bernard-Henry parle du partage social des émotions. Bon, partager des émotions, il faut les communiquer, il faut passer par le biais du langage, il faut les transformer, les donner aussi une facette représentationnelle, conceptuelle, de signification et non seulement de figuration. Alors, j'ai mis ces tests en français parce que je ne fais pas trop confiance dans la traduction en anglais de ce que je voudrais dire. Bon. Quels que soient les nous et les autres, dans un conflit social, ils sont l'un et l'autre objets d'un travail de représentation partagée et explicitement communiqué. Et ça va de même pour le but du nous, attente, intérêt, envie, volonté, aussi que pour les intentions attribuées aux autres. Ce travail de faire valoir une vision du monde à laquelle il y a la reconnaissance et l'ouvre aussi d'une régulation affective qui produit des effets sur son propre groupe et sur son contexte. Donc, pour être schématique, je parle d'une affectivité qui relève non d'un individu, mais d'un nous. Un nous qui est construit, identité et représentation sociale. Cette représentation sociale tourne autour de l'intérêt des groupes envers un objet, un phénomène, de la valeur qu'ils attribuent. Et cette dimension d'attribution de l'énergie, de la mobilisation, de l'affectif, elle est partagée. Mais il y a une question importante, c'est que ces systèmes de représentation, les nous, moi en tant que nous, les autres, les pratiques, le but, les contextes médias, ces systèmes, des situations du jour au jour, des situations quotidiennes, elles sont communiquées plutôt d'une façon figurative que conceptuelle. Et c'est là, bon, que je veux commencer à finir. Qu'est-ce qu'on fait? À présent, j'essaie de faire des ethnographies à la Piaget, comme dirait Gérard Dury. Ça veut dire créer des situations où pour les sujets, il devient un outil fonctionnel nécessaire de prendre compte de sa propre position subjective. Et dans ces dispositifs de recherche, on cherche à trouver des signes, des évidences, des indices du rapport du sujet envers l'objet, de la nature du rapport envers l'objet. Et pour cela,
on est obligé quelque part de passer, on veut bien passer par des techniques, des méthodes, des stratégies qui appellent les figuratifs à venir au premier plan des données, des informations. Bon. Ici, par exemple, on a construit une maquette qui était au départ, elle était plate. Et les gamins étaient appelés à jouer leur école. Les personnages, les profs, les étudiants, les équipements, et même les salles, les contours des salles, ils étaient à côté et ils jouaient. Aussi, on essaye d'appliquer ce qu'on a, on débute une collaboration avec Sadie Lalo, chercher des évidences subjectives. Ah, ça veut dire, il y a là, on ne voit pas très bien, mais il y a là des caméras. Non seulement le sujet enregistre ce qu'il fait, son activité, mais après, on lui pose dans une perspective en première personne, comme l'a dit Sadie, mais après, on pose à ces gens, ces sujets, des questions qui veulent quelque part récupérer leur position subjective. Exprimer, passer, non seulement par le jet en action, mais l'émoi réfléchi. Et ben, on travaille aussi avec des narratifs à l'inspiration de certains collègues, à l'inspiration d'autres collègues comme Rita Lima et Tarso Bonilla, on utilise des métaphores. On induit la production des métaphores pour des exercices figuratifs. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, c'est qu'on nous, on nomme à présent, de manière provisoire, des évidences affectives. Ça dit les a nommées subjectives d'évidence, mais nous cherchons plus d'informations sur le rapport entre le sujet et l'objet. C'est drôle, reste 3 minutes. Oui, pour être clair, je suis presque à la fin, mon cher Nikos. Pour être clair, qu'est-ce que nous faisons à présent? On fait des analyses structurelles, on cherche les cognitions, on cherche dès que possible des indices de position du sujet. Et aussi, on cherche les figuratifs par le biais de ce qu'on nomme la dimension affective. Le défi à présent, c'est de créer, est-il possible de créer un modèle d'outil d'analyse multidimensionnelle pour faire ces informations se parler entre elles, interagir entre elles, ou restera-t-on dans une perspective de triangulation, d'interprétation, qui n'est pas mauvaise? Mais c'est un défi à présent. Est-ce que cette dimension affective peut devenir des scores de la même façon dans le positionnel? Il y a des éléments de situation. Est-ce qu'on peut tous les coder, les faire entrer dans une explication plus lourde ou pas? C'est un défi qu'on cherche à faire face à présent. Et je ne m'excuserai pas de l'état ouvert de mes propos, mais je reprendrai des mots de Jean-Claude Abric à propos de la théorie du noyau central. Il disait, la théorie du noyau central, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais on peut la tester. Et c'est un peu dans cet esprit que je propose cette reprise de cette dimension dite affective, attributive, dans le champ de représentation sociale. Et merci.